Donc voilà, je pense que c'est aussi l'une des grandes causes du sous-développement ou du fait que l'Africain n'arrive pas à se construire un monde meilleur pour lui-même. Ok, donc pour vous, il faut un retour à la source. Il faut éliminer les idéologies étrangères, c'est évident. Les Chinois l'ont fait, ils ne sont pas morts. Les Japonais l'ont fait, ils ne sont pas morts. Les Coréens aussi l'ont fait, ils ne sont pas morts. Moi, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on a peur de virer le christianisme de l'Afrique. C'est comme si... Est-ce que, à vous attendre parler, voilà, est-ce que le christianisme, c'est vraiment le problème C'est un problème, c'est un problème. Quelqu'un qui est ici, il ne peut pas prier. Enfin, vous savez, il y a un monsieur qui a dit, lorsque vous demandez à un âne de dessiner Dieu, il va dessiner un âne. Si vous demandez à une chèvre de dessiner Dieu, il va dessiner une chèvre. Si vous demandez à un Chinois de dessiner Dieu, il va dessiner Dieu avec des yeux bridés. Si vous demandez à un noir de dessiner Dieu, il va dessiner un monsieur blanc avec une barbe blanche. Vous voyez? Donc, mais ça c'est quand même dans l'imaginaire. Ah, mais c'est ça même le combat. C'est l'imaginaire, mais l'imaginaire projette toujours. Nous sert à projeter une vision quelconque. Il paraît que c'est là où même c'est pas sur le combat, dans l'imaginaire. Dans l'imaginaire. C'est là qu'il y a la guerre. Ouais. le monsieur blanc avec une barbe blanche, il faut virer le... Non, il y a quand même le Corée du Nord, du Sud. Du Sud. Il y a beaucoup de chrétiens là-bas. Beaucoup de chrétiens, et c'est quand même aussi un pays, on peut dire, en voie de développement. Oui, un peu. Ouais. Mais c'est là, si vous avez quand même preuve que... Ils ont peut-être su adapter le christianisme à leur manière de vivre. Mais il faut voir aussi, ils sont chrétiens à quel degré. Est-ce qu'ils passent leur journée à attendre Jésus et qu'il vienne faire des choses pour eux? Je ne pense pas. L'Africain, il est trop spirituel, il est trop religieux. Voilà. C'est ça le mal aussi. Moi, je pense que on est trop spirituel aussi en termes de trop religieux, même trop pas religieux, spirituel. Trop religieux. Trop religieux. Ouais. Et on aimerait quand même savoir, vous défendez la thèse qui avance que voilà, l'Égyptien était le Balouba, tout ça, mais bon, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi alors aujourd'hui on retrouve dans le langage courant de gens en train de voilà, le Balouba, eux-mêmes le Balouba se disent que voilà, moi je suis un juif, ou voilà Balouba, voilà Bangoba ça là juif. Donc est-ce que les Balouba sont des juifs? Non, pas du tout. On peut pas être des juifs. Les juifs tels qu'on les connaît aujourd'hui, l'histoire biblique est arrivée, je pense, l'empire égyptien n'existait plus. 6e siècle, 7e siècle avant Jésus, plus ou moins. Donc, on ne peut pas être eux. Okay. Ensuite, je pense que cette histoire vient du fait que les premiers explorateurs européens, les prêtres aussi, ils avaient trouvé beaucoup de similitudes entre la tradition Louba, la cosmologie Louba et le judaïsme et l'islam, ou les religions du Moyen-Orient. Donc, à partir de là, s'est développé cette idée que voilà, les Louba auraient des origines sémitiques ou ont été en contact avec les Juifs et ils ont copié ce genre de choses. Et puis après, voilà, avec le temps, les gens ont développé leur propre idéologie. Hein. On est Juifs, on est... Donc vous rejetez en bloc Ah non, en bloc, on n'est pas Juifs du tout. D'autant plus que la terre de Palestine était une province égyptienne pendant 4 siècles. Donc c'était une terre Louba, si je peux dire. Donc c'est pas possible que nous qui avons créé ce peuple, nous avons créé ce peuple-là en leur transmettant notre religion et nos traditions. Vous voyez? Donc on ne peut pas être leurs enfants. C'est pas possible. Ok. Il y a quand même un courant, qui est en train aussi d'émerger. Le kémétisme, où on parle quand même de la renaissance de l'Afrique de manière générale. Et est-ce que vous pensez que la renaissance doit commencer par où?
en termes de... Parce que, bon, je pense qu'on avait déjà quand même posé cette question, mais bon, compte tenu de la Renaissance, parce que la Renaissance, c'est le fait de... Parce que ce que vous faites, c'est aussi la Renaissance. C'est que Ça commence d'abord par... si on peut déjà avoir des leaders qui ont cette envie-là de faire renaître l'Afrique, et ensuite on change de système éducatif, nos écoles, nos universités, voilà. Le kémitisme, il y a un peu trop de, je peux dire le charlatanisme, voilà, on finit presque par sombrer dans le christianisme messianique et dans tout ça. Dans le dogme. Voilà, dans le dogme. On attend un Messie qui viendra et nous sauver et tout ça. Le Messie ne viendra pas, il ne viendra jamais. Voilà, on doit travailler nous-mêmes pour faire renaître l'Afrique. Le kémitisme, pour moi, c'est un peu... c'est un passe-temps. Pas tous, hein. Il y a quand même des gens qui font du bon travail, mais en général, voilà, quelqu'un ne peut pas être là avec habillé en costume de carnaval et voilà, et citer le nom d'Osiris, Horus, Isis et dire que c'est ça la Renaissance. Voilà. Devant l'arme nucléaire des Occidentaux, ces trucs-là ne servira à rien. Il faut nous armer de science, de connaissances et de savoir. Ça c'est ce qu'aussi ce qu'on nous a laissé. Hein? Voilà. Donc armez-vous de la science jusqu'aux dents. Oui, jusqu'aux dents. Jusqu'aux dents, partout, la science. Ok, nous allons passer. Bon, on aimait quand même savoir... est-ce que vous avez un ami imaginaire ou c'est quoi vos croyances? Si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Non, ça ne dérange pas. Par rapport au divin, je ne suis pas très religieux ni spirituel, mais je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman, je ne suis pas juif, hindou et tout ça. Donc voilà, je me contente de suivre les préceptes qui ont déjà été tracés par les anciens, les Africains, par nos ancêtres, voilà. Ils nous ont quand même laissé beaucoup de choses. Simplement, on n'y fait pas attention. Il y a des fois, on fait ces choses-là sans pour autant s'en rendre compte. Okay? Il y a des petites cérémonies, par exemple. Vous mangez, vous dites Nabwa Kelibako Konase, tout ça. Vous voyez, c'est un peu ça. Ça fait partie de nos coutumes. On les pratique des fois, mais on n'y fait pas tellement attention. Voilà, j'essaye de faire beaucoup plus attention à suivre ce que les ancêtres ont laissé. Ok, là c'était pour répondre quand même à la réponse que vous avez donnée. On glorifie le mort, mais vous avez dit aussi qu'on glorifie Jésus comme un mort. C'était quand même pour répondre là-dessus. Et vous répondez comment vous répondez à ceux-là qui disent que l'égyptologie c'est du passe-temps et il faut produire du concret. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? Ok, mais comme je l'ai dit, l'égyptologie aujourd'hui c'est une source de fierté pour nous les Africains. Okay? Si vous allez aujourd'hui, tous les pays qui essayent de devenir des puissances, ils s'inventent un mythe créateur. Okay? Le mythe peut être vrai ou faux, mais il faut quelque chose qui va unir les peuples et qui va leur donner une inspiration pour une vision du futur. Okay? Par exemple, aujourd'hui en Turquie, avec le nouveau dirigeant Erdogan, il raconte des histoires. Ils ont découvert des sites archéologiques, des cités modernes qui datent de 12 000 ans avant Jésus. Avant, il y a 100 ans, ils n'en parlaient pas. Aujourd'hui, ils veulent être une puissance. Ils doivent mettre en place une fondation, je peux dire mystico-spirituelle et politique aussi. Okay? L'égyptologie va dans ce sens. Si vous allez aujourd'hui en Chine, ils sont en train de développer des centres de recherche qui font des recherches sur l'antiquité chinoise, leur rapport avec les autres peuples. Et voilà, ils nous ressortent des histoires, des grands voyages, des explorateurs chinois qui auraient parcouru toute la planète et tout ça. Pourquoi eux, ils le font? Okay? Ce n'est pas c'est pas pour le plaisir. Ce sont des armes politiques, si je peux dire. Voilà, on en a besoin aussi. On a besoin d'une arme d'une arme idéologique qui va nous permettre
d'asseoir notre vision du monde et d'essayer de nous projeter vers un avenir, vous voyez. Et si on parlait un peu du développement, on parle du développement, et parce qu'il y a de ceux-là aussi qui disent que le développement, il y a une vision occidentale du développement, et aussi, est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a aussi une vision africaine du développement? Est-ce que c'est exact cette thèse ou le développement, c'est d'abord, on doit le voir en termes de recherche de bien-être, donc dans l'environnement dans lequel vous vivez. Okay? Ben, nous, on vit déjà dans un pays tropical. Okay? Il ne fait pas très chaud, il ne fait pas très froid. Ben, si on doit parler de développement, on doit parler de la maîtrise de notre environnement direct. Okay? Donc, la société africaine est différente de la société européenne en ce sens qu'elle n'est pas capitaliste. Par essence, la société africaine n'est pas capitaliste. Lorsque vous entendez un politicien dire « moi je suis capitaliste, moi je suis libéral », c'est pas sérieux. Vous voyez, c'est vraiment un développement qui est centré sur la vision européenne du monde. La société africaine, comme je l'ai dit, elle n'est pas capitaliste déjà. Si on regarde le droit à la propriété foncière, qui est la base, le socle du capitalisme occidental. En Afrique, la terre n'appartient à personne, ni au roi, ni au peuple. La terre appartient à Dieu, la terre appartient à la nation. Ça veut dire que moi, en tant que Mwenachi Tolo, je rentre dans mon village, je parle au chef, il va me donner un lopin de terre pour travailler la terre. Si je meurs, mes enfants pourront l'utiliser et leurs enfants, je ne paye rien. Okay? Dans la civilisation occidentale, la terre appartient aux nobles qui se prévalent d'avoir reçu, je ne sais pas, un pouvoir divin. Ils ont le droit à la terre, les seigneurs. Okay? Et en dessous, vous avez les vassaux et les peuples qui ne possèdent absolument rien. C'est ça l'essence du capitalisme. Il y a un groupe d'individus qui s'approprient toutes les richesses et voilà, et ne laissent rien au peuple. Mais chez nous, ce n'est pas possible. Or, lorsque nous calquons le modèle de développement européen pour l'imposer à l'Afrique, ça va créer des conflits tout le temps. Okay? Parce que le modèle capitaliste, il faut exproprier les gens, il faut vendre des terres, il faut vendre les minéraux, il faut faire ceci. Et cela va continuer à nous mettre dans une situation d'instabilité permanente. Parce que c'est simplement contraire à notre vision du monde. Et vous pensez que c'est ce qui cause... essentiellement. Ce qui cause essentiellement. Le sous-développement Oui. Et nous devons adopter quoi alors comme, on doit faire comme tous les peuples, essayer d'harmoniser un peu. Je pense les Chinois aussi, ils sont venus d'un système féodal, très féodal. Mais à la fin, ils ont fini par se dire, mais voilà, on va collectiviser. Et puis après, ils ont vu que collectiviser tout ne marchait pas nécessairement bien. Ils ont libéralisé certains secteurs de la vie du pays. Mais l'État garde le pouvoir sur l'éducation, sur la santé, sur les grands projets, sur les grandes choses. Vous voyez? Donc on peut adopter un système similaire, on peut adapter à notre manière de vivre. Pour les grands projets, on laisse le travail à l'État, les routes, les ponts, les universités, les hôpitaux. Et pour autre chose, on s'appuie sur le système traditionnel du travail collectif, du travail en communauté. Je pense que c'est un système qu'on peut très bien expérimenter parce que 80% de la population congolaise est encore rurale. Donc on peut toujours expérimenter ce genre de système au lieu de tomber directement dans le capitalisme. On dit voilà la liberté, la libre entreprise et tout ça, mais ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Il n'y a pas de soubassement socio-culturel pour le capitalisme en Afrique. Donc si le capitalisme a réussi par-ci par-là, je pense que ça peut réussir aussi ici. Certaines personnes disent que le capitalisme c'est le moins mauvais de tous les systèmes, mais le capitalisme européen survit
pas parce que les Européens, la classe dirigeante, donc la noblesse, ils sont gentils, ils sont bons, c'est parce qu'ils ont beaucoup de ressources qu'ils ont accumulées en pillant chez les autres. Donc il y en a assez pour les nobles et il y en a assez pour les petits peuples, les petits peuples, donc ils arrivent à redistribuer ces ressources-là. Mais si on laisse l'Europe sans le pillage, sans les ressources qui pillent chez les autres, eh ben, ils ne vont pas survivre. C'est pour ça qu'ils ont des révolutions aussi chez eux. Parce qu'à un certain moment, il n'y a plus assez. Voilà, les peuples s'est révoltés et tout ça. Ok. Et vous pensez que l'Afrique doit adopter... Bon, pour le développement de l'Afrique doit commencer par quoi? Nous devons commencer par quoi? Par l'éducation, Par l'éducation. Par l'éducation, notre système scolaire, il faut que les enfants apprennent à connaître pas notre pays, notre continent, à connaître notre terre. Okay? Ensuite, ils doivent apprendre à aimer cette terre. Mais là, par exemple, on a des écoles qui s'appellent Molière, je sais pas, Voltaire, Montesquieu. Nos enfants lisent des livres avec des personnages qui ne nous ressemblent pas. Ils lisent des livres avec des personnages, avec des Blancs, avec des Chinois et tout ça. Donc voilà, on doit commencer par l'éducation d'abord. Par l'éducation et après? Après l'éducation, mettre en place un projet de société, se dire, ok, nous en RDC, on veut que chaque citoyen puisse habiter une maison qui a par exemple 2 chambres-salon, c'est un exemple que je donne, et on se fixe des objectifs. On se dit, dans 5 ans, on doit construire ce genre de maisons, et pour le faire, nous devons former autant de maçons, autant d'électriciens. Voyez, c'est vraiment des choses très pratiques qu'on peut mettre en place qui peuvent, à mon avis, nous permettre de nous en sortir. Il y a un candidat qui est connu, lui qui défend, il dit que voilà, c'est les sciences techniques qui vont développer, parce que lui parle du Congo, qui vont développer le Congo. Ce sont vraiment des sciences techniques en termes de tout ce qui est technique en fait. Qui vont... J'ai toujours pensé la même chose. Je pense que notre pays a besoin des techniciens, des ingénieurs. C'est un pays qui est énorme. Il faut construire des milliers de kilomètres de routes. Il faut construire des ponts, il faut construire des écoles. Et pour ça, on n'a pas besoin de juristes ou de politiciens. On a besoin des ingénieurs. Je vais donner un exemple. L'Allemagne qui compte 80 millions d'habitants, avec tout ce qu'ils ont comme avancé dans les domaines technologiques, ils continuent à importer près de 10 000 informaticiens indiens chaque année. Vous voyez? Et nous qui n'avons absolument rien, donc vous voyez qu'il y a un gros travail à faire. On a vraiment besoin des gens qui peuvent faire ce travail. Un autre exemple, c'est la Russie. Donc pour reformer la Russie ou l'Allemagne à l'époque d'Hitler, ces dirigeants-là ont eu recours aux ingénieurs. Donc ils ont vraiment dû en former par centaines de milliers pour pouvoir résoudre les problèmes. Parce que le travail d'un ingénieur, ce n'est pas de parler, c'est de résoudre des problèmes de la vie de tous les jours. Voilà, il faut traverser une rivière, il faut mettre un pont. Okay? Il ne vient pas faire de la politique et des slogans comme nos juristes spécialistes qu'on a ici, docteurs et tout consort. Réfléchissons, on essaie un peu de réfléchir. Et si on prenait quand même ces 20 000 là qui ont fini dans latin philo, dans pédagogie, commerciale, tout ça. Et c'est quand même de leur prendre pendant 3 mois ou soit 2 mois avant qu'ils aillent dans des universités, tout ça. Et c'est quand même de les former. Je pense que c'est une très bonne approche d'avoir les autres. Il y a beaucoup d'autres pays qui ont un service national, qui ont soit un service militaire comme les Israéliens, ils ont un service militaire, c'est-à-dire l'armée, et ils ont un service national qui rassemble un peu des travaux d'intérêt communautaire. Ça veut dire des jeunes qui peuvent servir dans les hôpitaux pour aider les vieillards, dans des écoles primaires, maternelles, accompagner les élèves. Voilà, il y a
d'autres pays où le service national, c'est vraiment les travaux manuels. Ça veut dire l'agriculture, on va vous former dans l'électricité, les travaux des fermes. Okay? Donc vous pouvez être utile déjà à la sortie de ce service. Si vous le souhaitez, si vous ne voulez pas faire des études universitaires, vous pouvez travailler en tant qu'électricien après avoir, avoir été dans les services nationaux. En Israël particulièrement, l'armée est la meilleure école des informaticiens. Les meilleurs programmeurs et développeurs israéliens ont été formés dans l'armée. Donc le service national, il est très très important, surtout pour un pays comme le nôtre, où l'État n'a pas les moyens d'arriver partout. On peut déployer des brigades de volontaires qui peuvent faire certains travaux. Je pense que c'est une très bonne approche. Ok. Et il y a quand même des courants qui sont en train d'émerger. Et on parle de l'unité de l'Afrique. On parle de l'unité Afrique parce que je pense que c'était Kwame Nkrumah qui disait que l'Afrique doit s'unir ou périr. C'est ça, non? Et pour vous, est-ce que vous pensez que donc nous devons fédérer nos forces? Ou je rappelle aussi que voilà, nous sommes deux pays, certes, selon la configuration que les Blancs ont laissée, mais jusque-là, on ne s'entend pas toujours entre nous. Est-ce que vous pensez que ça ne sera pas encore pire quand on essaiera de fédérer nos forces à l'échelle continentale? Je pense que ce débat a toujours eu lieu, comme tu l'as souligné avec Kwame Nkrumah et les pères des indépendances africaines. Déjà, ils cherchaient un peu quelle est la meilleure approche. Mais moi, je pense qu'on peut le faire par palier. Nous avons des États, des frontières. Certaines personnes sont très jalouses de ces États-là que nous avons été la colonisation. Donc je pense que on peut le faire par une intégration économique d'abord, ensuite une intégration des populations à travers l'abolition des visas. Par exemple, c'est totalement absurde quelqu'un qui veut prendre un avion ici pour aller par exemple à Brazzaville, il a besoin des visas, autorisations, ce genre de choses. Mais chacun cherche à sécuriser ses frontières. Dans nos villages là-bas, à Manianga, ils traversent à pied. Il n'y a rien, il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de visa. Vous voyez, c'est ridicule. Vous voyez, pourquoi est-ce que pour l'aéroport, simplement parce que c'est l'aéroport des Blancs, on doit faire comme les Blancs. Donc voilà, on instaure les visas. Mais au village là-bas, la grand-mère traverse la frontière et va chez son fils de l'autre côté. Il n'y a pas de visa. Ok, vous pouvez conseiller aux jeunes qui vous suivent 3 livres, 2 ou 3 ou 4 livres qui peuvent lire pour essayer de s'imprégner de la situation de l'Afrique. Moi, je vais essayer peut-être de les orienter dans le sens de la Renaissance. Pour ça, je vais les conseiller Nation et Agriculture de Cheikh Anta Diop, une Bible noire de Morlinghem, je pense, qui décrit un tout petit peu la cosmologie bantou. Et là, on y découvre tout ce que les Européens ont traduit par rite égyptien. Vous allez découvrir dans ce livre-là. Et aussi vers un dictionnaire Chikam Chiluba du professeur Mubabinge Bilolo. Il essaye un peu de brosser aussi, de faire ressortir ces similitudes qu'il y a entre le Chiluba actuel, les hiéroglyphes et la langue copte. Voilà, c'est ces 3 livres-là que je vais conseiller. Donc pour finir, est-ce que vous serez d'accord avec moi qu'aujourd'hui nous devons être nous-mêmes nos propres seigneurs? Donc Virgile pour l'Afrique et peut-être pour le monde, parce que moi je trouve qu'il faut quand même être son propre sauveur. Ouais. Dans les contes Luba, très souvent, lorsque l'homme est confronté au problème, on dit qu'il va voir Maweja, il va poser son problème à Dieu.
Et lorsqu'il il arrive chez Dieu, Maweja, c'est le Dieu créateur, Nangila, le Dieu dans la créateur, tradition Luba. dans la tradition Luba, voilà. Et souvent, Dieu lui dit, voilà, Dieu envoie sa femme, donc c'est de manière allégorique. Dieu envoie sa femme, il dit, fais-lui à manger, qu'il se repose et on va parler demain matin. Donc le monsieur, il mange, il passe la nuit, il se réveille le matin. Ben, Dieu lui dit, écoute, moi, je n'ai pas vraiment de solution. La solution, c'est là d'où tu viens. Va là-bas et ton problème sera résolu. Ça veut dire que Dieu n'intervient pas dans la vie des hommes. Il nous laisse le libre arbitre. Il met tout à notre disposition, qu'on puisse tout, pour qu'on puisse être capable de résoudre nos problèmes. C'est pour cette raison-là que les Africains ne prient pas. Dans la tradition africaine, on ne prie pas. On ne prie pas Dieu. On ne prie pas. On ne prie pas Dieu. On prie. On rend grâce aux ancêtres et on leur demande des conseils. À Dieu, on demande la vie et la bonne santé, c'est tout. Dieu, il est le Père de tout le monde. Il ne peut pas se mettre à donner à toi et pas à moi. Donc, il n'intervient pas. Ok? Donc, nous sommes exactement nos propres seigneurs. C'est à nous de faire tout le nécessaire pour qu'on ait une vie meilleure sur Terre. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Et je pense que c'est pas là vous rentrez déjà, vous rentrez cette semaine. Oui. Et on vous souhaite déjà un très bon voyage. J'espère que vous n'avez pas attrapé la Covid à Kinshasa. Il n'y a pas de Covid ici, j'ai l'impression. Donc, bon, quand même, je vous dis merci. Voilà. Ok, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.